Il y a des jours comme ça où les fronts sont plus clairs que d'autres. C'est le cas ce soir. Ce sera aussi le cas le 28 novembre au détour de la loi Covid qui vous est soumise dans les urnes. C'est la deuxième fois déjà cette année qu'elle vous est soumise dans les urnes. Vous aviez déjà approuvé le cadre légal général de la loi Covid. C'était en juin dernier. Cette fois, c'est avant tout la question du pass sanitaire qui est dans le viseur du deuxième référendum. Et ce sont bien deux visions radicalement différentes du monde qui s'affrontent. Il y a ceux pour qui les vaccinés ont le droit de reprendre une vie normale et non pas à payer les conséquences du choix des non-vaccinés. Et puis il y a ceux pour qui toute espèce de différence de traitement entre les uns et les autres est inacceptable. Liberté oblige. Et ce qui tombe bien, c'est qu'ils sont tous là ce soir. Jean-Luc Ador, conseiller national UDC, valaisan farouche, opposant à la loi Covid et à tout ce qui ressemble pour lui, il nous le dira, à la dictature, on va prononcer ce mot ce soir. Isabelle Moret, conseillère nationale PLR vaudoise, membre de la commission de la santé, c'est important, qui a approuvé au Parlement avec ses collègues le certificat de la discorde. Rossana Scalzi, nutritionniste, membre du comité référendaire pour le compte du réseau Choix Vaccinal, qui refuse mordicus qu'elle assimile à une obligation vaccinale vaguement déguisée. Mathias Reynard, conseiller d'État valaisan, en charge du département de la santé, des affaires sociales, de la culture, qui a la charge en Valais, de combattre la pandémie, y compris avec le pass sanitaire. Lynne Dardenne, conseillère communale PLR à Montreux, mais surtout restauratrice, satellitaire, résistante, active contre le pass sanitaire, qu'elle refuse tout simplement d'exiger de ses clients. Et Estelle Reva, violoncelliste, qui a pris très vite la tête du combat pour les musiciens, les artistes, les intermittents, qui ont besoin à la fois du pass, mais des aides financières dont il est question ce soir. Alors, loi Covid, le pass à la trappe, c'est le débat d'Infrarouge ce soir. Bonsoir à tous. Jean-Luc Ador, comme toujours quand c'est un référendum, c'est les référendaires qui peuvent ouvrir les feux. Je l'ai dit, les Suisses, ils ont dit oui à la loi Covid en juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois plus tard, vous êtes sûr qu'ils ont vraiment changé d'avis ? La première fois, en fait, ils votaient sur tout l'édifice. Alors ils ont accepté que l'édifice reste en place. C'est un fait, on doit en prendre acte. C'est-à-dire qu'ils ont dit, l'édifice c'est quoi ? Ils ont dit, oui, le la Conseil fédéral peut agir comme ça, le Parlement peut... L'édifice, c'est la loi Covid. C'est du droit d'urgence. Et puis évidemment que si on disait non le 13 juin, tout partait à la trappe. Bon. Donc ça, c'est un acquis. Enfin, c'est un acquis, on espère, pour pas trop longtemps. Mais enfin, c'est comme ça. Et nous votons le 28 novembre sur une révision, en fait, de cette Donc loi. le résultat pourrait être tout différent du mois de juin. Il ne faut pas y voir... Moi, je pense que... Alors, en juin, on nous a fait, si j'ose dire, le coup des aides. Il y avait un chantage assez clair. C'était les aides en contrepartie. On pourrait vous le refaire un peu ce soir, Jean-Luc Ador. Oui, absolument. Absolument, mais on y viendra. Moi, je pense, pour moi, c'est clair, le cœur de cette révision, c'est d'ailleurs ça c'est l'unique raison qui a motivé le référendum, c'est principalement le pass Covid et son corollaire, les applications de traçage, qui est un facteur de fracture sociale. Et vous avez parlé finalement de front. Ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que ce que j'aimerais éviter, moi qui ai appris à connaître Estelle Reva et à apprécier la musique qu'elle joue, ce que j'aimerais, on va s'étriper un moment peut-être ce soir, mais ce que je souhaite, c'est que justement, vous avez parlé de certificat de la discorde, eh bien qu'on en finisse avec cette discorde et qu'on puisse recommencer, parce que rien ne justifie que ça se poursuive indéfiniment, qu'on puisse recommencer à on verra. Librement écouter Estelle Reva. On verra dans 56 minutes si votre vœu sera exaucé et si la discorde aura disparu, la concorde sera réapparue autour de ce plateau. Pour l'instant, elle n'a pas encore vraiment éclaté. Isabelle Moret, 2 votes sur la même loi, la même année. Si des gens nous regardent à l'étranger sur TV5 Monde, ils ne doivent pas comprendre de quoi il s'agit. C'est beau, la démocratie suisse, non ? Oui, c'est beau. Je trouve bien qu'on vote finalement, parce que on ne sait pas comment va être la situation en mars prochain. Donc, si on dit non le 28 novembre, cette partie de la loi va tomber le 19 mars 2022. Donc, notamment, la possibilité de ce certificat Covid tombera le 19 mars 2022. Comment ils s'y retrouvent, les Suisses ? Pardon, comment ils s'y retrouvent, les Suisses ? Alors, c'est un peu très politique. Juste terminer. Ça veut dire que le 20 mars 2022, on peut se retrouver sans certificat et
que va-t-il advenir de la culture ou des restaurants? Je vous rappelle que le 19 mars 2020, les restaurants étaient fermés. Le 19 mars 2021, les restaurants étaient fermés. Maintenant, à nous de savoir, le 20 mars 2022, est-ce qu'on veut des restaurants fermés ou des restaurants ouverts, certes peut-être avec toujours ce certificat? Eh bien voilà, le cadre est posé pour ce début d'émission, mais sur quoi est-ce qu'on vote très précisément? Puisque c'est la deuxième fois qu'on vote en une année, ça n'est pas forcément évident pour tout le monde, et c'est donc l'excellent Jean-Marc Allen qui nous briefe. Ils étaient 10 000 à Berne samedi passé pour dire leur colère face à la politique sanitaire de la Confédération et surtout leur dégoût du certificat Covid. Ce certificat qui sera précisément au cœur de la votation du 28 novembre. Cette votation portera sur une série de modifications de la loi Covid que le Parlement a validée en mars dernier. Des modifications qui ne faisaient pas encore partie de la loi approuvée par les Suisses en juin. Le référendum porte donc uniquement sur ce nouveau paquet de mesures. Un paquet qui grave dans la loi le principe du certificat Covid, le fameux sésame donnant aujourd'hui accès aux restaurants, au cinéma ou au voyage. Donc clairement, c'est une discrimination entre des citoyens d'un même pays. Et il n'y a pas que le pass sanitaire qui fâche les référendaires dans ce paquet de mesures. Dans leur collimateur, la suppression de la quarantaine pour les personnes vaccinées ou guéries qui ont été en contact avec une personne malade. Ils dénoncent aussi les mesures pour améliorer le traçage, qu'ils voient comme une surveillance de la population. Et ils estiment enfin que le Conseil fédéral s'octroie désormais un pouvoir démesuré pour gérer la crise. La situation actuelle suscite l'impatience et parfois la colère auprès d'une partie de la population. C'est compréhensible. Mais ce serait une erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain en votant non à la loi Covid-19. Le président de la Confédération fait entre autres référence à des aides pour les personnes et les entreprises qui font partie de ce paquet soumis au vote. On peut citer l'extension du chômage partiel pour les entreprises ou encore un accès plus large aux aides financières pour les acteurs culturels. Reste que si les Suisses disent non à la modification de la loi en novembre, l'effet ne sera pas immédiat. La Suisse vivra au rythme du certificat Covid jusqu'au 19 mars. Bonsoir Rossana Scalzi. Bonsoir. Vous représentez ce soir pour le comité référendaire, je l'ai dit, le réseau choix vaccinal. Vous avez lancé le référendum avec vos amis des amis précisément de la Constitution, qui ne sont pas là ce soir, ils ne sont pas là chaque fois, c'était là la dernière fois. D'abord sur le vote lui-même, qu'on comprenne bien, on vient de le voir avec Jean-Marc Allen, que ce soit oui ou non le 28 novembre prochain, tout l'ordre des choses, tel qu'on le vit actuellement, restera en vigueur jusqu'au 19 mars prochain. 19 mars prochain, peut-être que la pandémie sera terminée. Est-ce que ce vote, il a vraiment un objet? Tout à fait. Alors effectivement, on pourrait se poser la question, comme vous avez justement dit, le peuple pourrait ne plus rien comprendre. Alors effectivement, le vote du 28 novembre est précisément sur le durcissement de la loi. Donc c'est 11 articles qui ont été introduits ou modifiés le 19 mars dernier. Il n'en reste pas moins que la loi cadre reste quand même en vigueur pour les 10 prochaines années. Ainsi que les mesures qui ont été mises en place le 19 mars. Elles restent en place jusqu'au 19 mars prochain, quoi qu'il arrive le 28 novembre prochain. Tout à fait. Mais c'est vrai que le Conseil fédéral ayant ses pleins pouvoirs pour les 10 prochaines années, rien ne nous garantit que effectivement, en prochain, au printemps prochain, à l'automne prochain, il y ait effectivement de nouveau une réintroduction du certificat Covid. Donc c'est vrai que aujourd'hui, nous devons pouvoir dire non pour pouvoir effectivement nous garantir que cette scission puisse. Cela dit, pour être parfaitement factuel, les pleins pouvoirs sur les 10 prochaines années, c'est pas exactement ce qui est prévu dans la loi, mais les gens se référeront à la loi extrêmement précisément. Sauf à dire, si vous permettez, que l'article 1er de la loi, qui en est un peu l'architecture, restera en vigueur jusqu'à fin 2031, c'est-à-dire 31 décembre 2031. Mathias Renard, oui. Juste, on ne va pas passer l'émission là-dessus parce qu'on a envie d'entrer dans le vif du sujet, le pass et les différences de traitement, etc. Mais sur l'objet ou l'absence d'objet du vote, ce qu'on nous demande, c'est un peu, est-ce que vous voulez que ce qui a eu lieu ait eu lieu, non? Bon, c'est la Suisse, c'est la force de notre pays. Ouais. Je pense qu'on est un des seuls pays au monde où les gens s'expriment déjà à 2 reprises sur la gestion de la pandémie. Et je trouve ça
positif. Il y a deux éléments. Il y a des éléments très concrets, que ce soit le certificat, que ce soit les aides pour la culture, pour les milieux économiques. Typiquement, le canton du Valais, on s'engage, on se bat pour que les aides perdurent au-delà de la date du mois de mars. Donc, il y a ces éléments également. Et puis, évidemment, aussi l'encadrement de ce que fait le Conseil fédéral, la répartition des pouvoirs. Ces éléments sont très concrets, sont dans la loi. Et puis, bien sûr, il y a un côté signal. Il y a un signal. Dire non, bien sûr, c'est rejeter la politique qui a été mise en place par depuis le Conseil le début fédéral, par le Parlement fédéral, et puis soutenue par les autorités cantonales, tous les cantons, tous partis confondus. Donc c'est ça la réalité. Il y a une gestion de la pandémie qui est imparfaite, c'est vrai, c'est imparfait. Je pense que dans tous les pays, il y a une gestion qui est imparfaite. Et puis aujourd'hui, c'est de savoir si on accorde du soutien, de la confiance aux institutions, aux autorités du pays qui font du mieux qu'elles peuvent, je pense honnêtement, ou alors de rejeter ça en bloc. Avec quelle solution? On verra ce que disent les opposants. On va encore une fois rentrer dans les détails, Lynn Dardenne. Bonsoir à vous. Mais d'abord, toujours sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord que ce sur quoi on vote le 28 novembre, c'est est-ce que vous, en gros, vous légitimez, vous validez la stratégie du Conseil fédéral un peu depuis le début ou pas? Alors moi, pas du tout. Non? Non, pour moi, il n'y a pas du tout de proportionnalité par rapport aux mesures qui ont été édictées. Je peux comprendre que le peuple s'est prononcé pour un oui la première fois parce qu'il y avait des cantons qui étaient ouverts, d'autres pas. Après, on a ouvert les frontières. Après, on a fermé les frontières. Il n'y avait aucune coordination. Et je pense que c'est aussi sur ça que le peuple s'est prononcé. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'articles de loi qui ont été cachés à la population, qu'on a pu retrouver que sur Internet. Ils n'étaient pas dans la brochure officielle. Donc tout, justement, ce qui est par rapport au durcissement maintenant dangereux des libertés fondamentales. Donc ça, c'est important de le spécifier également. Parce que moi, je peux difficilement laisser passer les choses quand je ne les comprends pas. Qu'est-ce qui a été caché? Il y a énormément d'articles qui ne sont pas dans la brochure officielle pour la première votation. Donc, si les gens ils lisaient la brochure officielle, il y a plein d'articles qui n'étaient pas là. Mais là, vous êtes d'accord que dans la brochure, tous les articles concernés, ils sont dans la brochure. Cette fois-ci, oui. C'est à la fois d'avant. Non, on ne va pas refaire le match de la fois d'avant. Non, mais voilà, je tiens à dire qu'il y a aussi un contexte qui fait que... Et puis, sans compter les menaces que le Conseil fédéral a faites aux restaurateurs, entre autres, qui étaient déjà à genoux, pour dire que si la loi passait pas, ils n'avaient pas le droit d'aide, alors que M. Permin Schwander du Conseil national avait proposé de faire une loi séparée ou une possibilité de faire des choses séparées, et puis ça n'a pas été fait. Donc pour moi, le Conseil fédéral est clairement responsable des faillites qui sont déjà arrivées, le fait aussi qu'il y a des cantons qui n'ont pas octroyé des aides à temps. Donc il y a eu aussi des dysfonctionnements entre les différents cantons, le canton de Vaud étant vraiment un des pires. Donc vous dites, cette fois, vous dites stop. Ah, c'est sûr. Estelle Revin, le fait que vous soyez sur le plateau ce soir, vous qui êtes violoncelliste, c'est que pour vous, c'est pas exactement un vote sans objet. Ma question doit vous énerver. Alors c'est clair que c'est pas un vote sans objet, mais je comprends la question. Je me la suis posée hier en lisant en détail la loi, et puis je me suis amusée à un petit jeu. C'est-à-dire que j'ai recopié la loi, j'ai rangé les articles par thématique, et ensuite j'ai compté les caractères qui étaient dédiés à chaque thématique pour voir un peu sur quoi on votait finalement, parce qu'on entend beaucoup parler du pass sanitaire, du traçage, mais je suis arrivée à des résultats assez intéressants. Puisqu'en fait, dans les modifications de la loi Covid qui ont été adoptées en mars 2021... Ce sur quoi on vote? Voilà, il y a quand même 70,8% des modifications qui concernent les aides économiques. Il y a 9,6% des modifications qui concernent l'encadrement du pouvoir du Conseil fédéral. Seulement 4,7% des modifications qui concernent le traçage des contacts, 4,2% qui concernent le pass sanitaire, et il y a 10,7% qui concernent d'autres objets, pas très importants, comme le maintien de la démocratie pendant la crise, la production de biens médicaux, financement des tests, la protection des travailleurs et des jeunes face aux conséquences logistiques des fermetures. On se rappelle qu'on ne pouvait pas se restaurer le midi, etc. Et puis, qui permet aussi une différenciation des restrictions sanitaires au niveau cantonal si la situation le permet. Alors moi, je pense que la votation qu'on va avoir au mois de novembre ne porte pas sur le pass sanitaire, ne porte pas sur le traçage, mais elle porte bien sur les aides financières. En tout cas, vous avez fait votre voix et vous avez fait une démonstration brillante pour souligner vos propos. Si vous êtes d'accord, on va en venir. Jean-Luc Cador, je vais vous donner la parole dans une demi-seconde, précisément à ce que vous attendez, à savoir le plat de résistante, l'arsenal des mesures mises en place sur la base de la loi Covid, en particulier à partir du 19 mars, le pass sanitaire, bien sûr, mais aussi l'exemption de quarantaine, différence de traitement entre les vaccinés, les guéris et puis les non-vaccinés, et puis ce fameux système électronique de traçage. Ça, c'est pour le menu de des 15-20 prochaines minutes. Jean-Luc Cador, vous l'avez dit, le nerf de la guerre, le sujet, c'est le pass. Alors, moi, j'ai aussi essayé de faire mes devoirs.
Et puis, au-delà de ces pourcentages, moi, j'arrive à 100%. 100%, c'est la proportion des Suissesses et des Suisses qui sont touchés par le pass sanitaire. Vous l'avez fait vite, votre devoir, hein, parce qu'elle était, non, facile. non, Elle est habile, mais elle est facile. Elle est facile, mais n'empêche, c'est la réalité. Parce que, vous voyez, quand le 19 mars de cette année, le Parlement a voté cette révision de la loi, les risques que nous dénoncions de fracture sociale, de société à deux vitesses, de flicage finalement de la population, hein, c'est quand même pas anodin de montrer un pass, voilà, on peut en appeler ça comme on veut, et puis de justifier de son identité. C'est quelque chose d'assez nouveau, et puis plusieurs fois par jour, si on sort un peu de chez soi, ce qui n'est pas forcément l'idée de ceux qui font cette politique. Donc, à l'époque, ça avait l'air... Qu'ils restent chez eux tous enfermés comme ça. C'est ce qu'on a essayé de faire. On nous a fait peur, on nous a isolés, puis on espérait que ça passerait. Non, mais ça avait l'air assez abstrait, les risques que nous dénoncions. Et puis, depuis le 13 septembre, depuis qu'on a imposé cette fois-ci, donc il y avait une base légale qui avait l'air un peu une histoire de juriste, eh bien, ce pass, c'est plus juste une histoire de juriste, c'est l'affaire de 100% de la population qui, à journée faite, doit justifier, doit subir des contrôles d'identité. Mais est-ce que ce sont ces contrôles d'identité avec pour résultat que finalement, on divise la société entre les vaccinés et les non-vaccinés en oubliant, et ça c'est un message que je tiens à faire passer ce soir, c'est que nous, ce que nous préconisons, c'est la liberté, c'est le respect. Moi, je respecte ceux qui se sont fait vacciner, parfois pour des motifs de pure opportunité, c'est égal. J'aimerais qu'on respecte aussi ceux qui ont choisi de ne pas le faire et qu'on honore les promesses qui ont été faites par M. Berset, que le jour où, finalement, ceux qui souhaitent se faire vacciner l'auraient été, on y est. Le jour où on arrive, parce que le vaccin n'est pas un but en soi, ce n'est qu'un moyen, le jour où on a une immunité qui est quand même assez bonne, particulièrement dans les groupes à risque, ce qu'une étude universitaire suisse a établi, eh bien que ce jour-là, on envisage la sortie de la crise, la stratégie de sortie de crise, et puis en fait, on plonge toujours plus profond dans une espèce de régime autoritaire. Jean-Luc Ador, votre camp frise les 4 minutes d'avance, puisqu'on chronomètre ce soir les temps de parole. Donc, mais ce qui est horrible, c'est qu'en plus, je vais vous relancer, mais vous me ferez une réponse extrêmement courte. Que le pass sanitaire vous agace, très bien. Apartheid, dictature. Et pire encore, il y a eu des comparaisons plus douteuses que ça. Vous assumez tout ça, là? C'est apartheid, dictature? C'est pas la question. La réalité, c'est que il y a des réalités de la vie qui sont difficiles à supporter pour certaines personnes, qui sont véritablement mises de côté. Peut-être qu'on peut donner une définition. L'apartheid, c'est de mettre de côté. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont mises de côté. Moi, si j'ai pas de passe, mais c'est des gens qui sont mises de côté pour ceux qui le sont, je ne peux pas aller écouter Estelle Reva. Voilà. Isabelle Moret, est-ce que vous comprenez qu'en face, même si Jean-Luc Ador a la bonne idée ce soir de ne pas parler encore lui-même de dictature ou d'apartheid et de se défendre simplement avec des attaques basses, est-ce que vous comprenez que ça suscite, que le monde, l'ordre sanitaire dans lequel nous vivons suscite des réactions aussi vives qu'on nous parle aujourd'hui de dictature, d'apartheid, et qu'on soit en tout cas un degré de clivage de la population qui est mesurable, sensible, palpable? Alors, je crois que certains mots qui ont été utilisés dans les débats sont déplacés, voire carrément choquants. Mais par contre, je peux comprendre l'énervement de la population. Mais il faut peut-être réaliser d'abord quelle est la source principale de cet énervement. C'est quand même la situation due au coronavirus qui nous place tous dans des situations extrêmement difficiles. Donc, l'origine du problème, il est là. Et après, il faut simplement voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour revenir le plus vite à la normale. Et je vous rappelle quand même la situation de l'année passée, lorsqu'on n'avait pas encore le vaccin. En novembre, dans le canton de Vaud, les restaurants ont été fermés. Et puis novembre, c'est dans quelques jours. Donc fermeture en novembre l'année passée des restaurants, clignotage pendant quelques semaines. Et puis finalement, toute la Suisse, en décembre, pendant 6 mois, ferme ses restaurants, on ferme tout, plus de manifestations, etc., etc. Parce qu'on n'avait pas de solution, on n'avait pas de vaccin. Et maintenant, on a la chance d'avoir plusieurs vaccins à disposition. Il faut remercier la population suisse qui a fait un gros effort de vaccination, mais quand même pas suffisant
pour qu'on puisse réouvrir tout sans certificat. Donc moi, j'appelle à la vaccination et je le fais de manière modérée parce que j'estime qu'il faut convaincre les gens et qu'on ne peut pas avoir ni d'un côté ni de l'autre des positions politiques trop extrémistes parce que après tout le monde se braque et on n'arrive à rien. Donc moi, j'essaye de convaincre à se faire vacciner plus et ça me paraît surtout très important de ne discriminer personne. Et c'est ça qui a de bien avec cette solution qui a été trouvée, c'est que ça n'est pas limité qu'aux personnes qui sont vaccinées, mais qu'on peut aussi se faire tester et en fait, lorsqu'on monte son certificat, on ne voit pas du tout si on a obtenu ce certificat parce qu'on a été vacciné ou parce qu'on a été testé. Et prenons l'exemple de mon collègue Ador. Nous siégeons ensemble au Parlement, d'ailleurs dans une commission où on est aussi toujours ensemble. Et bien, monsieur Ador, il est là. Il entre, il a son certificat finalement comme tout le monde parce qu'il s'est fait tester et comme tout le monde, il peut entrer. Alors, il nous a dit publiquement qu'il n'est pas vacciné et que donc il se teste, mais finalement, il est là comme nous autres et puis il n'en est pas mort. Regardez comme il est bien vivant. Quand je n'ai pas encore reçu le résultat de mon test, je suis tout seul dans la salle de commission, je ne vais pas pleurer. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout seul avec mon masque. Pas tout seul. Avec ceux qui sont cancéreux, ils doivent aussi toujours garder un masque. Parce qu'on doit aussi protéger ceux qui sont cancéreux. Dans notre même commission, on a un collègue qui a un cancer, vacciné 2 fois, mais qui ne peut pas avoir assez d'anticorps parce qu'il est immunodéprimé. Et donc, on doit aussi protéger ce collègue-là, à titre d'exemple. C'est précisément par respect, par exemple, pour ce collègue que j'apprécie beaucoup, même s'il n'est pas de mon parti, que je me teste. Et puis que si je venais à être malade, ça ne me viendrait pas à l'esprit de siéger dans cette commission. Et votre comportement responsable démontre que c'est faisable, que c'est un effort à faire, mais que c'est faisable. C'est sympa d'être tout seul avec son masque. Monsieur, madame, tout le monde. Mathias Reynard, et vous êtes d'accord par la porte des invités alors qu'on est élu, c'est assez sympa. Vous êtes d'accord sur toute la ligne avec votre préopinante, comme on dit dans le canton de Vaud, Mathias Reynard. Est-ce que même si le jeu en vaut peut-être la chandelle, la réouverture du monde, la possibilité, est-ce que tout ça, ça justifie un régime potentiellement discriminatoire? D'ailleurs, est-ce qu'il est discriminatoire? Non, c'était pas une discrimination. C'est une mesure de lutte contre la pandémie. C'est évidemment une mesure qu'on aimerait mieux ne pas avoir. Mais vous savez, c'est tellement facile de juste être là en train de critiquer les mesures mises en place par le Conseil fédéral. Jean-Luc Ador n'aime pas les gestes barrières. Moi non plus. Il est contre le masque depuis le début, contre les tests PCR, contre les tests salivaires, contre le vaccin. C'est facile d'être contre toutes les mesures. Mais qu'est-ce qu'on propose comme autre solution quand on arrive dans une situation où les hôpitaux sont au bord de la saturation ? Quand on arrive dans une situation où ça devient extrêmement dangereux pour les personnes, notamment les plus vulnérables, mais pas seulement avec quand on était ensemble pour plus de mesures de protection des travailleurs. Donc on voit qu'il y a toute une série d'attaques qui aujourd'hui sont mises contre toutes les propositions du Conseil fédéral. Et en fait, les gens qui attaquent systématiquement toutes ces propositions, sans venir avec des propositions constructives alternatives, c'est en fait les meilleurs alliés de la pandémie. À la fin, la pandémie est là, les autorités font du mieux qu'elles peuvent pour la gérer, puis il faut regarder un petit peu en comparaison internationale. La Suisse, elle prend les mesures toujours un petit peu après les autres pays, de façon toujours un petit peu plus douce. On essaye de trouver un consensus, de trouver un compromis. Et c'est à l'image de la loi sur laquelle on vote. Je vous donne un dernier exemple pour terminer. C'est un retour progressif à une vie normale. Et je me réjouis du jour où il n'y aura plus, et j'espère qu'il sera bientôt, ce certificat Covid. Mais ça nous a permis, le certificat Covid, conjugué aux aides, et notamment le parapluie de protection, de réorganiser, par exemple, la Foire du Valais, dans mon canton, avec 130 000 personnes, dont Jean-Luc Ador, qui était présent et qui était content d'être là. Ben voilà, ça n'aurait pas été possible sans le certificat Covid. Donc, il faut aussi reconnaître que c'est un instrument qui nous permet peu à peu de revenir à une vie normale et d'éviter des fermetures. Rossana Scalzi, sur cette question de discrimination, est-ce qu'il y a vraiment discrimination? La liberté de se faire vacciner ou non, on a la liberté de refuser. Est-ce que la liberté, ça veut dire vous êtes libre de refuser sans aucune espèce de conséquence? Ou est-ce que la liberté, ça veut dire vous êtes libre de refuser, ok? Il y aura forcément des conséquences. Vous êtes libre de refuser le vaccin contre la fièvre jaune, les conséquences, c'est que vous n'irez pas dans les pays tropicaux. Est-ce que c'est vraiment une discrimination à partir du moment où ça relève du choix et non pas de ce qu'on est?
Ce n'est pas un choix quand une famille, pour pouvoir aller manger au restaurant, doit rajouter à son budget 50 francs pour se faire tester. Ce n'est pas un choix. Quand une mère ou un père doit aller accompagner son enfant à un match de foot et doit là aussi à chaque fois Mais parce qu'elle faire choisit tester. de ne pas se faire vacciner. Mais oui, mais parce que c'est un libre choix. Il y a des conséquences. Ça doit rester un libre choix. On ne doit pas monnayer la liberté. La liberté ne se monnaie pas. Mais Donc, quand on est en temps pas- de pandémie, est-ce que la liberté de tout elle se justifie toujours, ou est-ce qu'on ne peut pas accepter un certain nombre de contraintes dans un contexte particulier? Encore une fois, on n'est pas en train de parler de l'ordre du monde pour le 21e siècle. Mais justement, je vous rappelle que M. Berset, lors de la conférence de presse du 21 avril dernier, il nous a promis de rentrer dans cette phase de normalisation, combien même la vaccination stagnait. C'était des promesses qu'il n'a pas tenues. Et comme on n'allait pas toucher aux enfants également. Il n'est pas exactement promis ça, pour être parfaitement précis. Quand on reprend les promesses qui ont été faites... Si. Alors, vous allez réécouter à la conférence de presse du 21 avril dernier, c'était ce qu'il disait. C'était que la vaccination, le dans la taux de fiche d'information, vaccination, c'est un élément de langage, parce qu'on est obligé pas- d'être très factuel ici. Je sais que c'est un élément de langage qui a beaucoup été utilisé. Il fait référence à une fiche d'information qui a été édictée à l'époque. La fiche d'information, elle est très claire. Des mesures peuvent être prises contre les non-vaccinés pendant encore longtemps, y compris dans ce qu'a déclaré M. Berset à l'époque. Oui, donc c'est une grande discrimination. On vous a entendu. Estelle Reva, je sais que vous n'êtes pas fan du pass. Le pass sanitaire, c'est pas, a priori, j'allais dire, c'est pas votre cam, c'est la cam de personne. Ça, Alors, hein. j'adore pas le pass sanitaire, mais j'aimerais rebondir sur la question de savoir si les tests doivent être gratuits ou payants. Et j'aimerais dire qu'en fait, cette question n'a pas sa place dans le débat de ce soir. Parce qu'en fait, dans le texte sur lequel nous avons voté en novembre, il y a un article, l'article 3, alinéa 6, j'ai vraiment bien fait mes devoirs, Je vois. qui permet à la Confédération de financer justement ces tests. Et la question de savoir si les tests sont gratuits ou payants n'a absolument rien à voir avec La Confédération les peut le faire ou ne pas le modifications. faire, ça Voilà, change tout rien. à fait, avec les modifications de la loi Mais qui il y a a un été point, adoptée. il y a un point chez les en mars. il y a un point, pardon, Jean-Luc Gador, il y a un point qui est intéressant quand même, c'est la question de la liberté de choix. C'est vrai, sur le plan, si on fait un peu de philosophie du droit, comme ça, niveau 1, on a décidé d'adopter dans ce pays, de garantir la liberté de choix en matière vaccinale. Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté de choix, elle est toujours réelle? C'est ce que on vous dit en face, on dit non, il n'y a plus de liberté de choix. Et je ne crois pas que le pass sanitaire ou le traçage des contacts soit une alternative à la vie normale. En fait, ce sont une alternative aux fermetures sectorielles qui peuvent aller jusqu'à un lockdown généralisé. Et M. Hador soulève une question intéressante de savoir si ces mesures divisent ou non la société. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il pense d'une société où certaines personnes sont interdites de travailler alors que d'autres pas. Savoir ce qu'il pense d'une société où certaines personnes perdent tout sans pouvoir être indemnisées uniquement parce qu'en fait, elles ont choisi le mauvais métier 20 ans avant, alors que d'autres personnes voient leur perspective, leur niveau de vie inchangé. Et moi, en tant qu'artiste culturelle indépendante, qui a été interdite de travailler pendant de longs mois et qui a mis vraiment une éternité à pouvoir percevoir les indemnités. On s'en souvient sur ce plateau, vous le racontez. J'aimerais vraiment partager avec les téléspectateurs le fait que je me suis sentie extrêmement impuissante, méprisée et mise complètement au banc de la société. Et oui, je me suis engagée de toutes mes forces pour défendre les acteurs culturels qui étaient oubliés. Et oui, sur les plateaux télé, j'ai essayé de garder une certaine dignité. Mais il faut savoir qu'il y a eu énormément de moments vraiment très difficiles. J'en parle encore avec émotion aujourd'hui. Et moi, pour moi, en tout cas, toute cette période-là peut absolument s'apparenter à une société qui a fonctionné à plusieurs vitesses. Et malheureusement, j'étais dans la vitesse, on va dire, la moins agréable, puisque j'étais livrée à moi-même. Donc je ne pense pas qu'on puisse comparer cette situation avec la mise en place finalement d'une voie médiane qui permet d'éviter des fermetures qui sont très coûteuses humainement et économiquement. Et j'aimerais quand même rappeler qu'on a bien vu que l'État n'arrivait pas ces derniers mois à indemniser correctement les gens qui étaient fortement impactés. Et quand je dis indemniser correctement, j'entends aussi par là dans des délais qui soient compatibles avec la survie au quotidien. Jean-Luc Hador, c'est à vous que s'adresse la question d'Estelle Reva. C'est fort ce qu'elle nous dit. La société à deux vitesses, c'est vraiment celle que vous dénoncez ou c'est celle dont parle Estelle Reva? Alors, ce que dit Estelle Reva me touche aussi. Je salue son combat et je pense avoir fait ma part au Parlement sur le volet des aides, justement, pour essayer de faire en sorte que ce filet à travers duquel trop de gens qui méritaient un soutien passaient. Mais une question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelle est l'origine de cette situation. Et puis l'origine, alors bien sûr, au départ, il y a un virus,
qui nous embête depuis un peu trop longtemps. Mais en fait, ce sont les mesures trop souvent disproportionnées, je dis ça à partir du moment où on a commencé à avoir un petit peu de recul, des mesures trop souvent disproportionnées qui ont fait plus de dégâts que le virus lui-même, en particulier pour des personnes comme Estelle Reva, pour certaines branches de la population. Et puis, c'est à ça qu'il s'agit de mettre un terme. Donc vous dites qu'on peut faire des concerts sans rien, sans pas, sans geste, sans... Non, moi je pense qu'on doit protéger les... Bientôt, donc, dans les on peut aller au Black Friday librement, nous dire ça. J'aimerais même revenir sur une question de liberté. Moi j'aimerais qu'on parle de la liberté. Quelle est la liberté, par exemple, des étudiants à qui on va peut-être bientôt imposer des tests payants? Quelle est leur vraie liberté? Moi je pense que l'arsenal de mesures dont le pass sanitaire est l'outil principal, eh bien, il concourt vers un but unique, parce que en réalité, on voit bien que la vie, pour certains, il y en a qui l'ont dit explicitement, peut-être pas chez nous, il y en a qui l'ont dit en France, mais dans les pays qui nous entourent, on vit un petit peu le même processus, un peu liberticide. Il s'agit de pourrir la vie des personnes qui, pour des raisons qu'on doit respecter, je pense, ont choisi de ne pas se faire vacciner au point qu'elles, certaines ne peuvent pas, au point qu'elles voient la vaccination comme seule issue, parce qu'on ne peut pas aller se tester, je ne sais pas combien de fois par semaine, en plus à ses frais, c'est quand même pas rien. Sans la loi Covid, il y a toute une série, excusez-moi, de professions dans lesquelles il y a des pressions terribles de la part des employeurs. Quand je lis, je crois que c'est dans la presse d'aujourd'hui ou d'hier, le directeur d'une haute école valaisanne, dont le personnel va être obligé d'avoir le pass Covid, celui qui ne souhaite pas jouer le jeu n'a tout simplement pas envie de travailler chez nous. C'est une liberté, ça révèle la liberté. Ça moi, n'a je suis rien pas à sûr. voir avec les modifications qui ont été apportées à la loi Covid en mars dernier. Mais bien sûr, parce que parce que l'élément essentiel, même s'il représente que 4% des mots qui sont dans cette loi, l'essentiel, c'est ça, sachant que les aides, de toute façon, elles prendront fin pour l'essentiel d'entre elles, en particulier. Et ça ne ressemble pas un petit peu quand même à de la année, discrimination, ce dont nous parle Jean-Luc Ador. Si vous ne voulez pas être vacciné, c'est que vous ne voulez pas travailler. C'est vrai que c'est un peu dur quand même comme discours, non? Alors, je pense qu'on assiste à une sorte de choc des libertés. On le savait avant de venir. On a effectivement les opposants qui représentent cette position. Nous, ici, on est plutôt modérés. Mais quand on écoute, par exemple, certaines personnes qui sont vaccinées, elles ont parfois des positions beaucoup plus dures en disant « Mais finalement, moi, j'ai fait l'effort d'être vaccinée. J'aimerais retrouver ma liberté totale. Pourquoi est-ce qu'on m'oblige à porter un masque dans les transports publics alors que je suis vaccinée ?» Et donc, ces personnes qui ont fait l'effort d'être vaccinés demandent de pouvoir retrouver leur entière liberté. Et on peut se poser la question à l'inverse, de se dire, mais finalement, pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas avoir leur totale liberté? Et finalement, quelle liberté est la plus forte entre les deux? Alors, moi, j'ai plutôt une position consensuelle et modérée entre les deux. Il faut trouver une solution où tout le monde puisse faire un petit effort envers l'autre et qui soit acceptable par tout le monde. Et il me semble qu'avec ce certificat, c'est un petit effort qu'on demande d'un côté aux personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner puisqu'elles peuvent quand même se faire tester. Et puis on demande quand même un petit effort à ceux qui sont vaccinés en disant mais il faut respecter les personnes qui font le choix de ne pas se vacciner. Elle est de quel côté, Lynn Dardenne, la liberté? C'est une vraie bonne question. Alors, elle est de ce côté de la table ou de ce côté de la table? Elle est en tout cas pas sous condition. Quand on doit souscrire à un abonnement vaccinal, on sait que maintenant la troisième dose, elle va pouvoir procurer peut-être une année. Les délais se changent tout le temps, d'une manière unilatérale. Je précise ma question. On comprend que ce soit très compliqué et contraignant. D'ailleurs, je crois que personne ne le conteste. La question n'est pas là. La question elle est de savoir si cette liberté des vaccinés dont vous parlez, Isabelle Moret, nous, on veut recommencer. Et on ne veut pas de nouvelles fermetures de rien du tout. C'est aussi une liberté, le droit de vivre dans un pays qui fonctionne normalement. Déjà, elle est de quel côté? Qu'est-ce que vous en faites, cette liberté-là? J'aimerais rebondir sur l'histoire des fermetures. Je rejoins Jean-Luc Ador qui dit que pour moi, peut-être qu'il y a eu un virus,
D'accord. On ne savait pas ce que c'était, on a pris des mesures. Non, il y a eu un virus, on peut enlever le peut-être quand même. Voilà. Je crois qu'il y a eu Mais un virus. on ne juge pas un virus par rapport au nombre de cas, on juge par rapport au nombre de malades. Vous parliez de novembre, moi j'ai été aux urgences à l'hôpital Chablais-Riviera avec ma fille. Le monsieur, il était là, il n'avait rien d'autre à faire que moi. Hein. Et il m'a dit que toute l'aile... On vous organise volontiers une visite dans les hôpitaux, alors, madame. Toute l'aile... Vous devriez venir voir comme le personnel est fatigué. Vide, vous devriez venir discuter avec les passée. personnes qui étaient aux soins intensifs. Mais réouvrez des lits alors. Réouvrez des lits si on veut parler de scénario. Vous parlez deux en même temps, mais il y a un élément intéressant. Réouvrez des lits, vous dit Rossana Scalzi. Mais avec grand plaisir, on réouvre des lits. On a d'ailleurs les infrastructures pour le faire. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas remonter plus haut? Parce que revenir aux moyens. Parce qu'on n'a pas le personnel. Mais Pas le personnel parce que ça prend des années, ça prend plus de 2 ans pour former des infirmiers aux soins intensifs. Donc ça nous prend du temps. On fait de notre mieux, mais oui, on a une certaine limite dans les soins intensifs. Et allez parler avec les gens qui étaient au front. C'est pas peut-être une pandémie, c'est pas peut-être des morts, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe encore et le personnel est fatigué. Moi, je pense bien sûr comme ministre de la Santé à la population, à la santé de la population, mais je pense aussi au personnel soignant qui est fatigué et puis qui, c'est vrai, aujourd'hui, voit plus trop le sens de ce qu'ils font. Aujourd'hui, à l'hôpital du Valais, depuis le début de l'année, on a 95% des gens qui arrivent à l'hôpital pour le Covid qui sont non vaccinés. Mais c'est vrai que c'est difficile pour le personnel soignant de voir du sens dans tout ça. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la vaccination, mais parce qu'on en voit les effets, parce qu'on se protège et on protège les autres. C'est vrai que c'est pas infaillible, mais on se protège et on protège les autres et c'est pour ça qu'on mène toute cette campagne. C'est pas pour embêter les gens. Moi, j'ai aucun plaisir à faire vacciner les gens. C'est vraiment... On laisse des jeunes se faire vacciner pour des vaccins qui ont été retirés dans les autres pays. On n'a aucune idée. Le Moderna a été... inoculé pratiquement à toute la jeunesse. On pourrait vous proposer n'importe quel vaccin. Mais il n'a pas été retiré. Non, on peut pas il a été retiré. Non, il y a eu un petit moratoire, le temps de voir si les myocardites n'étaient pas... Non, mais on ne peut pas juste dire qu'il a été retiré dans de nombreux pays. C'est pas vrai. Le Moderna, il n'a pas été retiré dans de nombreux pays. On ne peut juste pas dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est ma seule règle ici. On ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Les opinions, on peut toutes les avoir. Le débat, justement, il n'est pas là. Je veux dire, le durcissement de la loi n'a pas lieu d'être. On va pas voter sur des spéculations sur ce que peut-être ça sera au mois de mars, sur ce que peut-être ça sera au mois de novembre. On vote maintenant sur un durcissement qui est inutile et dangereux. Sans la loi Covid, juste la loi contre les épidémies a tout ce dont il faut. En 2013, M. Berset nous a promis que cette loi suffirait en cas d'épidémie pour pouvoir faire front. En plus de ça, on a mis maintenant une loi Covid et on veut encore endurcir alors que justement en avril, il nous parlait de phase de normalisation. Cette loi, la loi sur les épidémies dont vous parlez, Rossana Scalzi, la loi sur les épidémies dont vous parlez, elle consacre la possibilité pour les autorités sanitaires d'instaurer la vaccination obligatoire pour certaines catégories de la population, à certaines conditions. Vous préférez vraiment la vaccination obligatoire ? Mais évidemment que non, on préfère tout simplement pouvoir avoir cette liberté de choix. Mais la loi sur les épidémies, vous nous en parlez, elle consacre la possibilité d'obliger les gens à se faire vacciner. Mais pour l'heure, maintenant, on parle de durcissement d'une loi et on veut arrêter ce durcissement de cette loi le 28 novembre. Donc, restons sur ce durcissement parce qu'effectivement, c'est ça le débat aujourd'hui et c'est de ça dont il faut justement arrêter pour arrêter ces dérives qui sont en train de briser des familles, qui sont en train de mettre justement des entrepreneurs en faillite. Il y a des taux de suicide dont on ne parle jamais. Il y a les urgences psychiatriques dont les médias ne parlent pas, qui sont engorgées eux aussi de gens en pleine dépression dû à ces mesures arbitraires. C'est le moment d'arrêter justement les dégâts. Alors ça fait beaucoup de points de discussion possibles. Si vous êtes d'accord, il y en a un qu'on va évacuer, j'avais prévu qu'on en parle, c'est l'exemption de quarantaine. L'exemption de quarantaine pour les vaccinés et les non-vaccinés, en gros c'est la même logique, c'est-à-dire que vous êtes contre l'idée qu'il y a une différence de traitement et vous la comprenez. Donc si vous voulez être d'accord, on s'évite ce débat-là. Pour attaquer un point qui est probablement plus intéressant pour vous, c'est la question de la surveillance, ce que vous appelez la surveillance généralisée ou l'accroissement des moyens de contrôle de l'État à travers cette possibilité ancrée dans la modification du 19 mars pour l'État, pour la Confédération, de reprendre en main le traçage électronique. C'est un vrai argument ou c'est un argument en plus pour rajouter un petit peu, pour mettre du poids un petit peu dans l'argumentaire, ou vous croyez vraiment à l'idée du Big Brother qui veut nous fliquer ? Non, je pense que c'est un vrai argument. Donc le traçage électronique de masse, qui est consacré dans cette révision de la loi, c'est le corollaire du pass Covid. Parce qu'à part quelques personnes, on sait, il y en a qui ont leur passe comme ça sur papier, mais enfin,
l'essentiel, la plupart des gens qui ont un pass, ils l'ont sur leur portable. Mais c'est pas avec ça qu'on les trace, c'est pas avec le pass qu'on les trace. Mais bien sûr que c'est avec ça. Attendez, quand on voit alors ce qui se passe, on nous fait toutes sortes de promesses sur la manière dont les données sont gérées, etc. Quand on voit ce qui se passe depuis ces derniers temps en particulier, il y a bientôt pas un jour qui passe sans qu'il y ait un piratage par-ci, une fuite de données par-là, du hacking encore ailleurs. C'est pas pour rien qu'ils sont en train de faire un référendum ça fait pas, dans ce sens-là. ça donne pas tellement confiance. Et puis finalement, quand on rapproche ça d'une mesure, parce qu'on ne doit pas oublier que les contrôles que nous subissons sont des contrôles alors de type sanitaire, doublés d'un contrôle d'identité. Et puis, on voit une dérive en Israël. D'ailleurs, la dérive, moi je dirais, autoritaire d'Israël. Alors, c'est un modèle de vaccination, etc. pour certains. Ils sont allés très loin dans les mesures de surveillance électronique. Eh bien, ce type de phénomène s'inscrit dans ce mouvement-là. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? Un, que ce n'était pas un succès sous l'angle sanitaire. Et puis deux, que c'est très dangereux pour nos libertés parce que finalement, ça augmente d'une manière risquée pour la sphère privée des individus les moyens de l'État de savoir où nous sommes, ce que nous faisons, avec qui nous sommes, parce que le traçage, etc. Donc, je sais, si on active certaines applications, on peut savoir toutes sortes de choses. Puis moi, cette société-là, un peu à la chinoise, honnêtement, ça ne me fait pas rêver. C'est vers là ça qu'on fait va plutôt souci. C'est vers là qu'on va, Isabelle Mora. C'est le premier pas, cette stratégie de testing faite confédérale, c'est le premier pas vers la surveillance généralisée. Alors là, on a eu droit à un gros melting pot de tout ce qui est censé bien faire peur. Mélangeons bien tout. Il ne manquait que les extraterrestres et Halloween. Mais bientôt. J'aimerais juste revenir à vraiment ce que prévoit le texte. Le système de traçage, c'est de savoir quand quelqu'un a été malade, qui il a vu dans les derniers jours. Puis c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais qui normalement relève de la compétence cantonale, et les médecins cantonaux sont habitués à le faire, et ils le font normalement pour les cas de rougeole. Les moyens électroniques, ça c'est plus nouveau. Et en fait, dans le cadre de cette révision, puisqu'on vote sur un texte de loi, ce qu'on prévoit, c'est que la Confédération puisse aussi s'en occuper, et surtout que la Confédération puisse dédommager les cantons, parce que sans cette loi, c'est entièrement aux cantons de payer ce traçage, alors qu'eux étaient organisés pour la rougeole et peu de cas, puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec énormément de cas dus au Covid et des coûts qui sont quand même importants. Et dans le cadre de cette révision, on propose que la Confédération participe à ces coûts. C'est juste ça que propose C'est vraiment cette loi. George Orwell, c'est vraiment 1984. Moi, c'est très sympa de pouvoir voir le nom, le prénom, l'adresse, mais aussi savoir combien de doses mes clients ont pris. Il n'y a pas d'adresse. Il y a tout. Les gens qui checkent n'ont pas le droit de vérifier si vous avez été vacciné. S'ils ont eu Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Les gens qui vérifient ne doivent pas vérifier. Mais c'est bien parce que mon avocate, elle va faire parvenir un recours. Donc comme ça sera tout bien détaillé avec des preuves. Parce que vous êtes en train de vous lancer dans une démarche comme ceci. Vous êtes en train d'aller contre la loi pour tester le système. Pas tester, non. Exprimer mon mécontentement et puis représenter un peu les restaurateurs qui ne peuvent pas se lever. En espérant de gagner à la fin, de faire jurisprudence. Nous, on n'est pas là pour faire la police. C'est pas nous non plus. C'est pas la restaurant, c'est pas un tribunal où on juge que ce soit un bon citoyen, un mauvais citoyen. Lui, il a le droit de prendre son café dedans, lui pas. De voir les ouvriers qui mangent à l'arrière de leur camionnette alors qu'il fait froid, qu'ils ont déjà travaillé toute la journée. Non, c'est pas notre. Notre but, c'est d'accueillir les gens, c'est de pouvoir accueillir nos clients fidèles. Il faut, comme Rossana l'a dit, il y a des personnes qui peuvent pas avoir la deuxième dose. Et puis c'est les médecins qui ont contre-indiqué, sauf que le médecin cantonal n'accepte même pas un certificat médical qui dit que. Mais ça, c'est un problème qui se règle, non? Non, ça se règle normalement, pas. Les il y a gens plusieurs médecins qui sont déjà exemptés. vus dire ça, donc il n'y a pas de certificat médical pour ces personnes. Je pense qu'on prend certains points pour en faire des généralités, mais j'aimerais dire que moi, je comprends quand même la position des restaurateurs. Je me suis battue jusqu'au bout pour qu'il n'y ait pas de certificat qui soit demandé dans les restaurants, parce que je comprends cette position de dire qu'on est essentiellement là pour l'accueil. C'est plus facile. Vous ne seriez pas candidate aux élections dans le canton de Vaud, vous, par hasard, à comprendre tout le monde comme ça. Vous pouvez aller vérifier sur les réseaux sociaux, je l'ai dit avant. Vous comprenez beaucoup de monde ce soir. Mais à un moment donné, je crois qu'on s'est retrouvé dans la situation de dire qu'est-ce qu'on fait? On ferme ou on met
ce certificat. Et c'est ça, finalement, le cœur de ce débat aujourd'hui. C'est quoi l'alternative? On nous surveille. C'est quoi l'alternative au certificat? On nous surveille, mais cette collecte de données... Mais il n'y a pas de collecte de données. Oui, quand même. Est-ce qu'au moins elle peut servir à confirmer ou non que, par exemple, les restaurants, que les fitness, que les piscines, c'est le principe du contact tracing. Seraient des foyers. C'est le principe. C'est le contact tracing, ça sert à identifier les clusters. Les restaurants, ça a déjà été éliminé. C'est pas les restaurants, c'est dans les familles. Alors, d'accord, sauf qu'il n'y a pas de lien non plus forcément entre le certificat Covid et le contact tracing, parce que ce n'est pas avec votre certificat Covid que vous montrez qu'on vous trace dans un restaurant. Non, mais les restaurants étaient fermés. J'aimerais qu'on avance un peu, parce qu'Estelle Reva a de la patience. Ça fait 2 fois que vous évacuez le problème. C'est quoi l'alternative? C'est quoi? On y vient, mais si vous me permettez d'avancer et de parler quand même d'un volet important, Estelle Reva l'a rappelé en début d'émission, que sont les aides financières sur lesquelles on se prononce quand même. Il y a tout un paquet d'aides financières qui ont été étendues le 19 mars dernier. Ça concerne les cas de rigueur, ça concerne les indépendants, ça concerne le chômage partiel, ça concerne le chômage tout court, ça concerne d'autres, les organisations d'événements, les intermittents. Vous en savez quelque chose dans le secteur culturel. Estelle Reva va être très clair, très concret. Qu'est-ce que vous craignez de perdre en cas de non? Comme je l'ai dit en début d'émission, en fait, 70% des modifications de cette loi Covid qui ont été adoptées en mars dernier concernent les aides économiques. J'aimerais dire que certaines, la plupart de l'arsenal économique, des aides économiques mises en place qui sont concernées par la modification du 19 mars, elles courent jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'au 19 mars prochain. On n'aura peut-être plus besoin après. Donc, concrètement, est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure? Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on a une base légale, on peut s'appuyer dessus pour apporter des améliorations à cette base légale, mais à partir du moment où on n'a rien, on ne peut pas avancer. Et je peux dire qu'en tant qu'actrice culturelle, j'ai vu ce que ça faisait de ne pas avoir la base légale nécessaire pour être indemnisée. Et ce que j'aimerais dire, c'est que les 70% de ces modifications qui concernent donc les aides économiques, elles ont principalement concerné justement des gens qui jusque-là passaient à travers les mailles du filet, qui n'arrivaient pas à être indemnisés. Et je crois que j'aimerais aussi insister sur le fait que chacune de ces modifications a nécessité une lutte féroce pendant des mois. Et je crois que quand on vient de l'extérieur, on ne se rend pas compte à quel point il y a des contraintes qui sont politiques, administratives, juridiques. Et moi, je me suis vraiment battue avec toute mon énergie, toute mon âme pour essayer de faire modifier cette loi pour justement intégrer les acteurs culturels oubliés. Mais je ne peux toujours pas croire ce que j'ai vu ou ce que j'ai vécu. Il faut savoir que dans ces modifications donc, du mois de mars, il y a un article qui a été rajouté, c'est l'article 11, alinéa 11, qui permet enfin à tous les acteurs culturels, indépendamment de leur statut, d'être indemnisés pour les pertes financières liées aux restrictions sanitaires. Il faut savoir qu'il a fallu attendre 1 année pour avoir cette base légale. Il a fallu s'y reprendre à 3 fois. Et puis la 3e fois, il a fallu obtenir des majorités dans 7 commissions parlementaires. Il a fallu survivre à l'épreuve du plénum. Ensuite, il a fallu discuter avec l'administration fédérale pour que l'esprit de cette base légale soit retransmis au moment de la rédaction de l'ordonnance. Ensuite, il a fallu que cette ordonnance soit mise en consultation dans les cantons. Il a fallu que le Conseil fédéral vote. Il a fallu passer tout le processus de la mise en œuvre dans les cantons. Ce qui fait que 18 mois après le début de la crise, il y a encore des acteurs culturels qui n'ont pas été indemnisés ou qui ont été indemnisés seulement partiellement parce que leur dossier est toujours en cours de traitement. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec le feu. Parce que si les modifications apportées à la loi Covid en mars dernier tombent là en novembre, c'est aussi toutes les aides économiques qui vont tomber. Et moi, j'aimerais qu'on soit un tout petit peu réaliste. À l'heure actuelle, avec la situation politique qu'on a en Suisse, il sera impossible d'obtenir les majorités nécessaires pour créer un nouveau PAC. C'est un sujet de débat et c'est pour ça qu'on... Et je crois que c'est très important aussi de comprendre que les personnes qui ont été durement impactées sur le plan économique, sur le plan professionnel par les restrictions sanitaires, elles ont été impactées au présent, mais aussi au futur. C'était des gens qui avaient souvent des belles perspectives, puis qui ont vu ces perspectives s'envoler en un claquement de doigts. Et je crois que si on vote non à la loi Covid en novembre, on n'est pas en train de punir le Conseil fédéral pour sa gestion de la crise, en fait. On est en train de supprimer un certain nombre de bases légales qui permettent justement à l'État d'assumer un petit peu ses responsabilités et les conséquences justement de sa politique sanitaire en indemnisant les personnes impactées. Et surtout, on refuse le droit aux victimes économiques de la crise de pouvoir être considérées comme telles et d'avoir l'espoir de pouvoir être indemnisées au moins un petit peu.
Alors, on va entendre le parlementaire là-dessus, mais j'aimerais juste entendre d'abord de la restauratrice à la violoncelliste. Vous avez un problème dans votre secteur? Non plus, je n'ai pas touché les aides et puis je ne suis pas actrice de scène. Mais, qu'est-ce que vous lui dites? C'est très concret. Ah, mais c'est très concret. Mais après, pour moi, il n'y a pas que ça comme moyen de toucher des aides. C'est juste une question de volonté. Le Conseil fédéral n'a pas décidé de vouloir se réunir quand il y a eu des moyens de le faire au Conseil national. Pour moi, c'est une volonté aussi de ne pas octroyer des aides à temps. Voilà. Pour moi, il y a d'autres moyens de le faire. Et puis, ce n'est pas une question de passe sanitaire. Jean-Luc Ador, ce sont ces conditions de vie, d'existence dont nous parle Estelle Reva. Non, alors... Est-ce que vous la soutenez? Vous allez faire quoi? Nous promettre que oui, si jamais cette aventure ça tombe, elle aura quand même tout? Je peux m'honorer de faire mieux que des promesses parce que j'ai déjà fait quelque chose. C'est-à-dire que les aides, y compris pour les intermittents, je les ai votées. Et je suis conscient, et je ne suis pas le seul, je m'honore d'avoir fait partie de cette majorité. Je suis contre le pass, etc. Mais les aides, j'ai voté non à la fin, à cause du pass. Mais les aides, je les ai toutes votées. Parfois, je pensais que ça n'allait pas assez loin, parce que je suis conscient qu'il y a des personnes, comme Estelle Reva, il y a aussi, bien sûr, d'autres branches qui luttaient pour leur survie. Mais là, tout s'écroule quand même. Les édifices tombent un peu. Eh bien, justement pas. C'est ça, le nœud du problème. Parce que la plupart de ces aides, leur base légale va s'éteindre à la fin de cette année, même pas le 19 mars, à la fin 2021, et c'est le cas notamment des aides pour les acteurs culturels. Alors j'aimerais juste dire qu'il y a quand même... Et la solution, la solution, parce qu'on rappelle, ça c'est quand même la leçon du vote populaire qui plaît ou déplaît, mais du 13 juin, c'est que, encore une fois, la loi de base Covid, elle est là. Donc on peut la réviser à nouveau. Il y a d'ailleurs un projet du Conseil fédéral qui a été rendu public aujourd'hui ou ces derniers jours pour prolonger certaines aides. Alors la solution, elle est là, parce que on voit bien que la situation, Madame Reva nous a dit tout à l'heure, la condition on prend puisqu'elle est là, on prend la branche dans laquelle elle travaille, il n'y a pas de contrat, quoi. Il y a peu de perspectives. Alors il faudra bien, on ne peut pas laisser tous crever. Donc, il faudra faire quelque chose, mais pour ça, de toute façon, il faudra créer une nouvelle base légale, puisque l'actuelle va s'éteindre. Mais à l'Office fédéral de la culture, on nous dit si on supprime ces aides, on ne va pas en reconstruire d'autres derrière. Bien sûr que si, parce qu'il y a une majorité pour faire ça. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas eu. Par contre, la question, c'est est-ce que pour autant, on doit sacrifier nos libertés pour longtemps, parce qu'on voit bien, donc déjà, le pass Covid, il va jusqu'en 2022, et puis on nous dit maintenant, la troisième dose va donner lieu... Pas la troisième dose maintenant, non, mais juste pour dire, va donner lieu à un pass d'une année. Donc on voit bien, si on met ce soir. Non, mais si on met tout en perspective, si on dit pas non le 28 novembre, on doit se préparer à ce que ça dure. C'est ça que je veux dire. Mathias Reinhardt, sur cette question des aides au Parlement et de la possibilité de retricoter tout ce qu'on détricoterait. Très court. On a, et Estelle Reva l'a montré, 70% de cette loi qui concerne les aides financières. Comment vous voulez que le Parlement et le Conseil fédéral, si c'est non, se disent bon, tant pis, le peuple n'en voulait pas, mais on va revenir avec des aides. Donc c'est impossible. Puis deuxième chose, dans ces aides, il y a ce qu'on appelle le parapluie de protection, ce qui permet à des grands événements d'être organisés avec comme une garantie. On leur dit faites-le, si l'événement est annulé à cause de la pandémie, on vous couvre. Ça, les pouvoirs publics le font, la Confédération les cantons. Ça a permis, par exemple, dans mon canton, de faire le Gumpel Festival. Voilà, que jusqu'en avril. 000 personnes, la Fort du Valais, 170 000 personnes. Ça n'a pas empêché au Festival albanais d'être annulé quand même. Je ne connais pas votre festival albanais, là, mais dans mon canton, très concrètement, c'est ces événements-là qu'on a pu organiser grâce au parapluie de protection. Et puis, ces événements, ils ont besoin de pouvoir voir à moyen terme. On ne peut pas leur dire, en janvier ou en mars, ça va tomber, puis c'est fini. Donc, on a besoin de moyen terme pour pouvoir revenir à une vie culturelle normale. On va terminer cette émission. Ce qu'on peut quand même dire, si vous permettez, c'est que on doit interpréter la volonté populaire. Et le débat de ce jour montre qu'il n'y a aucune divergence entre nous sur les aides. Il n'y a pas une personne ici qui pense que ces aides sont injustifiées. Si le paquet tombe, il tombe. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on doit voter pour un paquet ? Le Parlement peut revenir avec ce qui n'a pas été contesté. Le Parlement peut
revenir avec ce qui n'a pas été contesté par que le l'interprétation du vote, ça devient compliqué. Non, laissons les gens aller voir justement c'est quelque les chose concerts. juridiquement qui est très court. On a compris vos positions, et je pense que voilà, les choses sont assez claires pour les gens qui nous regardent. J'aimerais qu'on termine cette émission simplement en dézoomant, en regardant un tout petit peu au-delà de nos frontières. Rapidement, je prendrai peut-être une question après, ou deux. On s'interroge en Suisse aujourd'hui sur nos libertés. Est-ce qu'elles sont assassinées? Est-ce qu'elles ne se sont pas assassinées? Mais est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs? Pas si sûr. C'est le focus de Mélanie Kornmeier. La Suisse, un îlot de liberté au milieu de l'Europe. Car comparé à nos voisins, la politique sanitaire helvétique est bien moins sévère. L'Autriche d'abord, qui pourrait devenir le plus strict. Pour contrer la hausse des contaminations, le nouveau chancelier menace de confiner les réfractaires au vaccin. Les personnes non vaccinées doivent comprendre qu'elles ont une grande responsabilité, pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs proches ou leurs collègues. Je dois m'assurer comme chancelier que notre système de santé ne soit pas débordé. Des non-vaccinés autrichiens qui n'ont déjà plus accès ni au stade ni aux salles de spectacle, même avec un test négatif. La France, elle, a fait le choix d'un pass parmi les plus étendus d'Europe. En plus d'être exigé dans les lieux fermés et dès 12 ans, il est obligatoire dans les transports publics de longue distance et dans certains grands centres commerciaux des régions les plus touchées. Et cet été, le président français a même franchi une ligne jugée encore inviolable en Suisse. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. En Italie, c'est une autre obligation qui suscite la colère. Car depuis mi-octobre, le pass vert est obligatoire sur tous les lieux de travail, au risque de se faire suspendre son salaire. En Allemagne, un pass sanitaire est exigé, mais à différents degrés selon les Länders. Le plus strict, celui de la Hesse, qui a autorisé les supermarchés à fermer leurs portes aux non-vaccinés. Et puis, il y a les pays qui ont dit non à toute forme de pass, lui préférant d'autres restrictions. La Suède, qui a levé presque toutes ces mesures, et la Grande-Bretagne, mais qui fait face à une hausse des contaminations et qui envisage désormais l'obligation vaccinale pour le personnel de santé. Et deux pays sont cités comme les champions des libertés retrouvées. Le Portugal et le Danemark vivent presque comme avant et ont en commun d'avoir imposé un pass sanitaire et d'avoir un taux de vaccination parmi les plus élevés du monde. Rossana Scalzi, voilà pour le petit tour du monde des réjouissances. On voit que c'est pas la joie partout, que tout le monde est peu ou prou dans une logique, enfin ça se ressemble pas mal. Si on fait pas ce qu'on fait en Suisse, là, loi Covid, passe sanitaire, ça, on fait quoi? Eh bien, déjà, on tient nos promesses. Hein, quand on promet justement que la phase de normalisation va avoir lieu, on la maintient, on n'endurcit pas encore la loi. Et puis, si on voulait imaginer des scénarios spéculatifs, merci, eh bien, simplement, on va pouvoir parler de tout et n'importe quoi. Ce que je tiens à dire, c'est que les millions que le Conseil fédéral est en train de mettre pour des campagnes de vaccination. Effectivement, Monsieur Reynard, vous disiez la détresse des hôpitaux. Eh bien, investissons là où c'est vraiment le réel problème. Prenons pas l'argent du contribuable pour faire justement des campagnes de vaccination, pour aller frapper aux portes des gens, pour les inciter à vacciner, mais mettons l'argent dans des réelles mesures sanitaires si un risque réel est là. Très rapidement, même si on n'a pas eu de réponse sur le court terme, qu'est-ce qu'on fait à court terme? Sur le long terme, est-ce qu'il y a peut-être un point où on peut se rejoindre en disant tiens, pour la prochaine fois, on va augmenter la... Déjà, on investit dans les hôpitaux. Le canton du Valais, on est en plein processus budgétaire. On est en train d'investir des moyens supplémentaires qui se chiffrent en millions dans le système hospitalier. Donc, c'est ce qu'on fait. Deuxièmement, on le voit, hein, on a un système, comparé à d'autres pays, qui est un système plutôt de consensus. On n'est pas dans un système où c'est uniquement les vaccinés. Aujourd'hui, un certificat Covid, c'est vacciné, guéri, testé. Mais à cela va s'ajouter normalement les tests sérologiques. Nous, ça fait longtemps qu'on le demande. On est vraiment content que ça arrive. Et puis, les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Donc, on voit qu'on a un système de consensus qui n'est pas parfait, honnêtement.
tous autour de la table, on a envie que ça s'arrête, mais on a envie que la pandémie, elle s'arrête. Donc... Et Infrarouge, on n'a pas envie que ça s'arrête, mais c'est en train de s'arrêter puisqu'on arrive au terme quasiment du temps qui nous est imparti. Mais il est temps d'entendre ce que vous en pensez chez vous. Je sais que ça chauffe pas mal sur les réseaux. Estelle Reva, vous le savez, vous cédez votre place. Vous avez eu la gentillesse de le faire à Mélanie Kornmeier pour le débrief. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors ça crépite. Décidément, en fait, à chaque fois qu'on a des émissions Covid, bam, ouais. Je me prends une claque. Une volée de commentaires, je crois plus de 2000, j'ai pas pu tout lire, des mails, des tweets, enfin bref. On fait questions courtes, réponses courtes, comme ça on peut en prendre 3-4. C'est ça, j'accueille tous les bénévoles avec ou sans poste qui veulent m'aider. Bref, après 2 ans de pandémie, enfin presque après 2 ans, c'est toujours autant émotionnel et virulent hein, sur les réseaux sociaux, donc... C'est largement non. On vote largement non. On n'aime ni les médias, ni les politiques, ni les mensonges. Et c'est évidemment non, largement au pass. Et écoutez ce commentaire de Fab Clerc qui écrit « Lorsque j'ai été malade du Covid, une dizaine de personnes m'ont appelé pour venir attraper le virus, pour enfin avoir leur passe. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Est-ce que ça, c'est pas la preuve qu'on est allé trop loin, monsieur Reinhardt, pour en arriver à ce genre d'exemple ? Je trouve plutôt inquiétant les personnes qui veulent faire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de la maladie. Il y a des appels à chopons tous ce Covid et ça ira mieux. Ouais, je trouve ça plutôt inquiétant. C'est sans voir la réalité du Covid. Aujourd'hui, l'âge moyen des personnes hospitalisées pour le Covid en Valais est à 56 ans. Donc ça ne touche pas que des personnes extrêmement âgées. Et puis dire aussi qu'on a beaucoup de cas de Covid long. On a une explosion des cas de Covid long, y compris chez les jeunes. Moi, je comprends pas. On essaye de faire le maximum de prévention, mais si ça on peut soigner à l'ivermectine. Hein. L'ivermectine. Une partie des internautes est fascinée en fait par les non-vaccinés, surtout fascinée par les raisons qui font qu'ils ou elles ne se vaccinent pas. Jean-Claude Mathieu écrit « À chaque période épidémique, il y a eu par le passé des anti-vaccins. Et l'opposition au vaccin est fréquemment un moyen de contester le pouvoir. » Est-ce que, Madame Scalzi, est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous faisiez confiance aux autorités avant le Covid ? Je pense que la question, là, c'est de nouveau à la liberté de choix. Je milite depuis longtemps sur l'autodétermination en matière de santé. Donc, la façon dont j'ai envie de gérer ma santé, ça me concerne. Donc, effectivement, je n'ai pas envie de mettre ma santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Je suis suffisamment grande et intelligente pour savoir qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les mesures de prévention que je peux faire pour combattre, renforcer mon système immunitaire et faire en sorte justement de pouvoir combattre toute seule ces virus. Les internautes reviennent sur l'annonce de l'OFSP qui confirme qu'une 3e dose prolongera le pass d'1 an. Et ça s'inquiète beaucoup les internautes. Il y a une grosse peur sur les réseaux sociaux incarnée par Johnny Okipinti qui dit « Une fois que les mesures sont appliquées par un gouvernement, elles sont rarement supprimées. Je mets une pièce que ce sera identique avec ce pass, dit-il. » Donc il dit que ça va durer ad aeternam parce que ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez cette peur-là, Madame Moret ? Oui, je la comprends parce qu'on ne peut donner aucune garantie sur le futur. C'est clair, mais c'est le virus qui ne nous donne aucune garantie sur le futur. Il y a un plan de sortie de crise, ça pourrait soulager ? Mais pour avoir un plan de sortie de crise, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient vaccinées, non seulement en Suisse et en Europe, mais dans le monde entier. Donc ça veut dire aussi qu'on doit participer à ce plan mondial de vaccination, parce que c'est qu'une fois que mondialement la population est assez vaccinée, qu'on pourra voir ce virus disparaître, ou en tout cas être maîtrisé. Daniel Gauthier écrit « Petit rappel pour les pseudo-amis de la Constitution », écrit-il, et l'UDC, le premier but de la Constitution est de vivre ensemble. Si les libertés individuelles sont garanties, les individus ont aussi une responsabilité envers la société. Et lorsque la communauté est en danger, l'État est en droit de limiter les libertés. Un pour tous, tous pour un, ça c'est la devise de la Suisse. C'est très peu pour vous, ça, monsieur Ador ? Ah non, c'est exactement pour moi, mais j'espère que c'est pour toutes les personnes qui sont ici autour de cette table. Et justement, un pour tous, tous pour un, c'est l'inverse de la division qu'on est en train d'instaurer avec ce pass Covid, qui divise. On essaye d'opposer les non-vaccinés aux vaccinés, etc. Ça, c'est le risque. Et puis, nous travaillons à essayer d'éviter que, sans que la situation objective le justifie, on sacrifie nos libertés et qu'on nous divise pour rien. Merci Jean-Luc Ador. Votre souhait du début d'émission s'est presque réalisé puisqu'il y a une relative concorde autour de cette table. Merci 1000 fois Mélanie Kornmeier, merci à vous chez vous. Merci
à tous nos invités. Infrarouge, c'est terminé. Vous l'aurez compris, on se retrouve la semaine prochaine. Non pas à 21h, mais à 20h en prime time avec une émission spéciale. Et oui, nous avons appris de la bouche de notre président que bientôt, il n'y aura plus de jus, plus d'électricité en Suisse. En tout cas, c'est un risque à partir de 2025. Alors, est-ce que ce risque est réel? Comment l'éviter? Quelles sont les solutions? Y en a-t-il? Ça vaut bien un prime time à 20h mercredi prochain. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Excellente soirée sur la RTS ou ailleurs. Bye bye.